Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update de lecture et c'est l'avant-dernier avec les livres de ma palle de ma palle du Cold Winter en fait, donc des livres que j'ai lus, que j'avais prévu de lire sur décembre et janvier. C'est l'avant-dernier. Dans le prochain on démarrera aussi les lectures de février. Moi je vais le tourner aujourd'hui le prochain le update de lecture suivant, mais vous le verrez dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas, enfin bon bref. J'ai l'impression que tous mes updates de lecture se construisent comme ça en ce moment, en ce début d'année. On a les deux premières lectures qui ont été une catastrophe, des abandons, j'ai pas pu, c'était pas possible. Et les deux suivantes, j'ai adoré, c'était trop cool. Voilà. On est un peu moitié-moitié en ce début d'année, c'est soit tout noir, soit tout blanc, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de livre moi, c'est sympa, mais pas ouf. Je suis en train de lire un livre comme ça, mais on y reviendra plus tard. Bref, on y va en fait. Pour le premier, je vais faire un disclaimer avant d'en parler parce que, comme à chaque fois que je lis un grand classique apprécié de beaucoup de gens et que moi j'aime pas et que moi j'abandonne, je précise, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas et je n'ai pas détesté ce livre parce que je ne l'ai pas terminé, mais juste la construction de livre, moi je peux pas. Peu importe le genre de livre, un livre construit comme ça, moi je ne peux pas. Je suis désolée, mais ça me fatigue. Et j'ai parlé de ce livre, enfin j'ai plus ou moins cité ce livre dans je sais plus quelle vidéo quand je parlais des livres féministes, des grands classiques du féminisme que j'ai achetés et qui jusque-là ont été un gros échec. Voilà, donc je vous parle là maintenant tout de suite de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Comment vous dire Je vais faire un résumé honnête de ce livre, c'est-à-dire que je vais vous résumer ce qui se passe dans les pages que j'ai lues et pas du tout vous dire ce qu'il y a sur la quatrième de couverture. Et après on y reviendra. Donc attendez, avant... Ah, je sais pas, j'ai activé mon marque-page. Mais j'ai dû lire quasiment 60 pages. Un truc comme ça. Donc on y rencontre une jeune femme qui vit dans une maison avec une autre femme et apparemment un homme. Elle n'est pas vraiment enfermée, elle n'est pas vraiment emprisonnée. Mais clairement, elle peut sortir, mais elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Et quoi qu'il arrive, elle est obligée de revenir. Voilà. Donc voilà, on la suit là-dedans, enfin dans cette maison. Et puis un matin, elle part faire des courses, elle va au marché, je crois, un truc comme ça. Et sur le chemin du marché, elle se remémore et elle nous raconte en fait sa rencontre avec la femme propriétaire de la maison dans laquelle elle vit donc. Et donc voilà, donc c'est une rencontre assez bizarre. Cette femme ne l'aime pas, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a une histoire de Martha, je crois, mais on ne sait pas ce que c'est. La femme, en fait, c'est bizarre parce que la propriétaire l'empêche de sortir, mais en même temps, elle n'a pas envie que cette jeune fille soit là. Et on ne sait pas ce qu'elle fout là, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans les 60 premières pages. Ce qu'on te dit dans le résumé, c'est que, tu sais quoi, je vais vous lire le premier paragraphe du résumé, hein. Devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilhead, première information qu'on a, dans les 60 premières pages, on ne sait même pas qu'on est dans une république. Bref, passons. Récemment fondée par des fanatiques religieux, c'est pareil, en 60 pages on ne te parle absolument pas de religieux, bref, a réduit au rang d'esclavage sexuel les quelques femmes encore fertiles. Donc là, quand on a lu ça, on se doute bien que donc du coup notre personnage principal qui est enfermé dans cette espèce de maison, c'est parce qu'elle est fertile, et si la femme propriétaire de la maison lui en veut, c'est parce qu'elle ne l'est pas, et que donc du coup, en gros, cette jeune femme va être obligée de coucher avec son mari. Et là où ça devient vicieux, c'est que la femme en question en veut à notre personnage principal qui s'appelle je ne sais plus comment, alors qu'elle va être contrainte de coucher avec son mari. Ça va être un viol en fait, en gros. Donc en gros, une femme en veut à une autre parce qu'elle va se faire violer par son mari. On atteint des sommets assez compliqués, bref. Vêtue de rouge, Defred, servante écarlate parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son commandant et de son épouse. Alors, après, je vous ai pas du tout lu le résumé en entier, hein, je vous ai préparé le tiers du résumé. Et rien qu'en 4 lignes du résumé, on en apprend à peu près 10 fois plus qu'en 60 pages du livre. Et ça me dérange. Je l'ai déjà dit, mais si il faut avoir lu le résumé du livre pour comprendre le début, c'est que pour moi il y a un souci de construction, il y a un problème dans le livre, il y a un truc, moi je comprends rien à ce que je lis, je sais pas où on est, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'elle fait là, je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas pourquoi elle sort, je sais pas pourquoi l'autre elle lui en veut, je sais rien en fait, en 60 pages je suis larguée, on ne m'explique rien, c'est comme s'il manque le premier chapitre. Celui où on t'explique, on t'expose la situation, on te parle de la République, de la religion. En fait, celui où on t'explique ce qui est dit dans le résumé, tu vois, on te présente le contexte. Non, il n'y a pas. On te balance juste avec un personnage,
en mode démerde-toi. Et moi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je ne comprends rien en fait. Le peu de choses que j'ai déduites des 60 premières pages, c'est parce que j'ai fini par lire le résumé. Ça, c'est pas bon signe. Quand je suis en train de lire 20, quand je suis au bout de 20-30 pages du livre et que je me dis, voilà, je comprends rien, attends, je vais lire le résumé, c'est pas bon signe du tout. Ça veut dire qu'il y a besoin du livre, du résumé pour comprendre le livre. Et je vous répète, mais pour moi, c'est pas le cas en fait. Enfin, ça ne devrait pas être le cas. Donc j'ai fini par lire le résumé au bout de 30 pages, tu vois. Et à partir de ça, j'ai déduit des choses. Le truc, c'est que je passe mon temps à supposer, à déduire. Et je suis sûre de rien, en fait. Et ça me fatigue. Je peux pas arriver au bout d'un livre en étant sûre de rien. Pour ce livre en particulier, il se trouve que c'est rare, mais j'ai pu demander à une personne qui a lu ce livre en entier. Je lui ai dit, est-ce qu'à un moment donné, on va m'expliquer les choses? Est-ce qu'à un moment donné, ça va être clair? Est-ce qu'à un moment donné, on va me détailler? Est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir des précisions, des trucs concrets? Et il m'a dit clairement non. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Audrey. Tu te débrouilles pendant tout le tome, pendant tout le livre. Tu te démerdes, tu supposes, et tu finis par être persuadé que ce que tu déduis, c'est la vérité, mais l'autrice ne te confirme jamais. Et ça me dérange. Ça me saoule en fait. C'est comme toutes les autrices de young adult fantastique fantasy qui prennent la peine de construire un univers génial dans leur tête, mais qui ne prennent pas la peine de tout expliquer en fait. Mais meuf, comment tu veux que je fasse? Moi, je peux pas tout deviner en fait, ça me saoule, vraiment, ça me fatigue. J'ai envie de dire à l'autrice, et ça me fait ça à chaque fois, j'ai envie de dire à l'autrice, si tu m'expliques pas les choses, moi je lis pas. Et je balance le livre littéralement à travers mon appartement. Bon là, je l'ai pas fait parce que quand même, je me suis calmée. Mais vraiment, ça me gonfle en fait. Je ne comprends pas ce que je lis. Je ne suis pas sûre de ce que je lis. Il y a rien qui est expliqué. Il y a rien en fait, ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Donc, je n'ai pas lu. Au bout d'un moment, ça me saoule. Alors peut-être que c'est féministe, peut-être que c'est très intéressant, peut-être que c'est très cool. Mais j'aurais probablement adoré cette histoire si elle avait été construite d'une autre manière. C'est pas mal écrit, hein, c'est très bien écrit, les personnages ont l'air très intéressants. Le problème, c'est que. En fait, c'est comme si tu débarquais au milieu d'une conversation. Genre, t'as deux, trois potes, deux, trois collègues, ou même ton père et ta sœur, j'en sais rien, qui discutent. T'arrives en plein milieu de la conversation, ils voient et que t'es là, mais il n'y en a pas un des deux, ou un des trois, ou un des six, qui va s'arrêter pour te dire là, on est en train de parler de ça, et machin, il dit que, mais moi je suis pas d'accord. Ils continuent leur petite conversation toutes les deux, et toi t'es assis, t'es à côté d'eux, assise, à essayer de comprendre ce qui se passe, et tu ne comprends rien en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, mais moi je me sens tellement con, je finis par me barrer de la conversation en fait, parce que ça m'intéresse pas. Les gens n'ont rien à foutre que je sois là ou pas, ils n'ont pas envie de m'expliquer, ils m'intègrent pas, ils m'expliquent rien du tout. Bah moi je me casse en fait. Bah c'est pareil en lecture. Voilà. Si j'ai l'impression que, enfin, si on m'explique rien du tout et qu'on me laisse me démerder avec très très peu d'éléments, bah moi je lis pas en fait. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais tellement énervée quand j'ai lu ce livre-là que pendant un moment je me suis dit, tu sais quoi, je regarderai même pas la série. Parce que je sais que ça a été adapté en série, mais je me suis dit, vas-y, flemme. Franchement, j'ai trouvé ça tellement pas bien construite, tellement pas intéressant que je me suis dit, vas-y, ça sert à rien en fait. Mais bon, je me suis un peu calmée. Clairement, je vais pas essayer la série tout de suite, je l'essaierai dans quelques temps seulement. Mais franchement, je suis très 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 déçue. Et ça fait partie de ces livres que je ne comprends pas pourquoi les gens disent c'est génial. À quelle heure c'est génial en fait? On t'explique rien du tout. Bref, ça m'a saoulée. Si vous avez adoré ce livre, bah, très bien pour vous. Mais voilà. Pour ce livre en particulier, c'est même pas la peine d'essayer de m'expliquer en commentaire à quel point c'est cool, à quel point c'est génial et que je devrais réessayer. Je ne réessayerai pas. Voilà. Le suivant, c'est Avec toi, malgré moi, de Vicky Land et Penelope Ward. Et là, c'est pareil, on est de nouveau dans un livre où. En fait, on est dans la tête d'un personnage principal féminin qui s'appelle Soraya et qui fait tout ce que je déteste. Je supporte pas ce genre de comportement, ça me fatigue. Dans la vraie vie, je ne parle pas aux gens comme ça, je les évite parce que vraiment, ça me dépasse qu'on puisse faire ça. Mais alors, dans un livre, je lis pas en fait, tout simplement, c'est pas possible. Donc on est avec Soraya qui au début est dans un... Alors pour celui-ci, j'ai dû lire... voilà, j'ai laissé mon marque-page. J'ai lu 21 pages. Et là, vous vous dites, mais la meuf fait pas d'effort. La meuf fait pas d'effort. Au bout de 3 pages, j'avais déjà envie d'abandonner en fait. J'ai lu 7 fois plus de pages. Donc, je vais faire l'effort. Bref. Donc on est avec Soraya qui au début dans un métro, ou dans un train, ou dans un TER, enfin bref, je sais plus, dans un truc qui roule comme ça, tu vois. Et en gros, son activité du matin, c'est de passer son temps à critiquer tout et tout le monde qui l'entoure. Voilà. Sauf que nous, on est dans sa tête, donc elle te détaille en fait. Voilà. Du genre, bah, il y a un homme. Je vais vous lire des passages après parce que franchement, c'est épique. Elle passe son temps à critiquer tout et tout le monde. Elle invente une vie à tout et tout le monde, mais de manière très très négative. Hein.
Du genre, le gars qui parle hyper fort au téléphone, c'est parce qu'il est complètement imbu de lui-même. Non, peut-être parce qu'il a un souci, tu sais pas en fait. Moi, c'est ça mon truc, c'est que j'ai tendance à compatir et à trouver des excuses aux gens, même qui m'agacent, tu vois, plutôt qu'à les critiquer ouvertement et gratuitement. Tu ne connais pas ces gens en fait. Arrête de croire que tu sais tout sur eux et que tu peux tout deviner. Et en plus, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense, c'est que du négatif. Il n'y a pas de positif. Lui, il est moche, lui, il parle trop fort, elle est grosse, lui, il prend toute la place. Lui, il doit avoir une vie pourrie. Lui, il déprime parce que sa femme, elle a dû l'engueuler ce matin. Vraiment, ça me fatigue, ça me fatigue. Et le problème, c'est que pendant 20 pages, on est dans la tête, enfin, peut-être beaucoup plus que ça, mais moi j'ai tenu 20 pages, on est dans la tête de cette fille qui passe son temps à critiquer tout et tout, c'est-à-dire tout le monde, toutes les personnes qui l'entourent, en fait. Tout ce qui est autour d'elle est moins bien qu'elle, parce qu'elle, elle est parfaite. Elle te le dit pas, hein, mais clairement, tout ce qui est autour d'elle, c'est moins bien qu'elle, c'est moins intéressant, les gens sont cons, les gens sont débiles, mais c'est toi qui es débile. Vraiment, j'avais envie de lui dire, mais juste ferme-la, en fait. Juste tais-toi. Je m'en fous de ce que tu penses. Et puis alors, on entre dans un deuxième truc, c'est que tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle croit, tu vois, ce qu'elle imagine, tu vois. Mais c'est pas la vérité, en fait. Parce qu'elle a pas la science infuse, la meuf. Bref, je vous jure, ça m'a gonflé. Donc déjà, au bout de, allez, 6 pages, j'étais là, oula, on est mal barré, ça va pas le faire du tout. Je vais vous lire ce qui est écrit au bout de 6 pages et qui m'a particulièrement agacée. Voilà, donc on est page 11. Oui, bah je précise pas de page 11, hein, donc j'ai lu littéralement 3 pages. Bref. Les gens dans son genre me fascinent. Ils se comportent comme s'ils étaient les maîtres du monde juste parce que la génétique a été sympa avec eux ou qu'ils ont eu la chance de faire fortune. Alors, petit 1, la génétique n'est sympa avec personne puisque tous les goûts sont dans la nature. Si tu le trouves beau, bah tu le trouves beau en fait. Mais ça veut pas dire que la génétique a été sympa avec lui et ça veut pas dire que lui, il se trouve beau. Bref, quand ont eu la chance de faire fortune, à quelle heure tu croises quelqu'un dans un métro le matin et t'es capable de dire s'il a fait fortune ou pas? Bref, suivant, il ne porte pas d'alliance. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pour vous donner un ordre d'idée, mon père et ma mère sont mariés depuis 30 ans. Ça doit faire 15 ans que mon père ne porte pas d'alliance. Ils sont mariés pourtant, mais ils ne portent pas d'alliance. Ça ne veut rien dire. Bref, suivant. Je suis prête à parier qu'il ne se livre qu'à des activités égoïstes. Alors cette phrase, elle est magique parce que les activités qu'elle cite derrière sont pépites, vous allez voir. Boire du café hors de prix. À quelle heure c'est égoïste de boire du café hors de prix? Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut, le gars, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bref, suivant. Travailler. Alors, si travailler, c'est égoïste, va falloir qu'on reprenne les bases, ma chérie, parce que travailler, c'est tout sauf égoïste, en fait. C'est-à-dire que tu travailles forcément pour des gens, pour aider des gens, peu importe dans le domaine dans lequel tu travailles, c'est pas que pour toi que tu travailles, en fait. C'est pas que pour gagner de l'argent. Ça a toujours un but, ton travail, en fait. Bref, activité suivante. Déjeuner dans des restaurants luxueux. Bon, clairement, elle a un problème avec l'argent, on peut le constater dès maintenant, tu vois. Mais encore une fois, à quelle heure déjeuner dans un endroit luxueux, c'est égoïste. Le gars fait ce qu'il veut, en fait. Puis t'es qui pour le juger, en fait? Pendant tout ce paragraphe-là, dans ma tête, il y avait, mais enfin, ça c'est ce que tu penses, et ça se trouve, c'est pas la vérité. Et petit 2, qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Mais vraiment, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu parles d'un inconnu dans le métro. On s'en fout. Je continue, j'ai presque fini le paragraphe. Baiser sans sentiment. Alors bon, encore une fois, hein, je suis désolée de me répéter, mais le gars fait ce qu'il veut en fait. Chacun fait ce qu'il veut en fait, vraiment. Vraiment. Bref, et elle finit son par et recommencer. Ah oui, évidemment, il est égoïste constamment, donc il travaille tous les jours. Ah là là. Et de temps en temps, faire cirer ses chaussures et jouer au squash. Ce jugement et cette condescendance dans ces 10 lignes, c'est pas possible en fait. Enfin, je suis désolée, mais moi c'est pas possible. Je peux pas rester dans la tête d'un personnage comme ça en fait, c'est pas possible. Parce que pour moi, la plus égoïste des deux personnes enfin, du gars et de Soraya là, c'est Soraya en fait. La meuf se permet de juger tout et tout le monde, de se croire au-dessus de tout et tout le monde, de croire qu'elle a raison et qu'elle est capable. Enfin, que c'est pas du tout intéressant ce qu'elle fait, je m'en fous de son truc, mais vraiment. Donc, déjà, à la page 11, j'ai levé les yeux au ciel à peu près 10 fois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai lu 10 pages de plus. Donc j'ai continué à avancer, elle continue à critiquer tout et tout le monde, elle continue à gendre et à se plaindre parce que bon, tu comprends, les gens sont méchants, les gens blablabla. Et arrivé à la page 20, on a une petite réflexion. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le sexisme ordinaire, c'est ça, le sexisme ordinaire, ce que je vais vous lire maintenant, ça, c'est du sexisme ordinaire, parce que, alors c'est du sexisme ordinaire contre les femmes, évidemment, sinon c'est pas drôle. En fait, du sexisme ordinaire, c'est une
une petite réflexion, une phrase que tu vas dire sans même te rendre compte que c'est sexiste. Et tu l'as dit parce que tu l'as tellement intégré dans ton cerveau que ça te paraît normal de le dire. Peut-être même que tu le penses même pas, mais tu l'as tellement entendu et on te l'a tellement répété, on t'a tellement rabâché ce truc-là que tu finis par presque le penser et donc le dire naturellement parce que bah voilà, et tu ne te rends même plus compte que c'est sexiste. Quelque chose de sexiste dans ce cas précis là, cette phrase là, tu l'as dit pour une femme, l'équivalent masculin n'existe pas. Cette phrase là que tu dis pour un homme n'existe pas. C'est pas vrai, ça n'existe pas dans la vraie vie, ça ne se passe pas, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Ça n'arrive que sur les femmes. Donc, c'est sexiste. Donc là, on est le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, dans le même métro, dans le même endroit, à la même heure, tout ça, tout ça. Et en fait, donc le gars est assis ou un carré, vous savez, dans les métros et dans les trains, tu vois. Il y a une femme qui vient s'asseoir en face de lui. Et là, on a cette phrase absolument magnifique. Et là, en fait, si vous voulez, j'étais déjà à la limite d'abandonner le livre au bout de 20 pages, mais je me suis dit, bon, 20 pages quand même, c'est abusé, je vais continuer un peu, tu vois. Mais cette phrase-là, je ne peux pas continuer. Rester dans la tête d'un personnage qui m'agace et qui fait des trucs que j'aime pas, je peux faire l'effort. Être dans la tête d'un personnage sexiste, je ne peux pas. Masculin ou féminin, je ne peux pas. Donc, une femme entre à la station suivante et s'assied juste en face de Graham. Elle est jeune et sa jupe si courte que c'en est presque indécent. Mais ta gueule! Ah non, je suis désolée, mais ta gueule en fait. Tu es qui pour juger la longueur de sa jupe en fait? Tu es personne, on s'en fout. Je pose le livre et on va parler féminisme 2 secondes. Les gens, petite information, si la profondeur du décolleté, la longueur d'une jupe ou la hauteur de talon d'une femme vous dérange, c'est vous que ça dérange. Donc c'est votre problème. Elle n'a pas à se soucier de comment ça va être perçu, comment ça va être vu, comment les gens vont critiquer, qu'est-ce que les gens vont en dire. Non, en fait, c'est ton problème. Si ça te dérange, et ben c'est ton problème. Et c'est à toi de le régler. Et c'est pas en le rejetant sur elle que ça va se régler, en fait. C'est à toi de le régler ton problème, en fait. Vraiment, ça me fatigue. Et l'équivalent masculin n'existe pas, en fait. T'as beau avoir un mec avec un t-shirt ultra moulant, la mode des jeans à la moitié des fesses, ce genre de phrase au masculin, ça n'existe pas. Parce que la tenue d'un homme ne concerne que lui. Mais la tenue d'une femme est d'ordre public. Tout le monde a le droit de la juger, d'avoir son petit avis, sa petite phrase dessus. Ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue en fait. Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Tu trouves ça indécent? Tu trouves ça vulgaire? Mais c'est ton avis en fait. Et elle n'a pas besoin de ton avis. Elle n'a pas besoin de ton accord pour s'habiller comme elle a envie en fait. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Je vais vous donner un exemple tout compte dans ma vie perso. On a ce débat-là toutes les semaines avec mes collègues parce qu'elles ont du mal à comprendre ça. Je suis pas vraiment bien placée pour juger de la longueur de jupe d'une femme puisque je ne mets jamais de jupe et jamais de robe. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise dans une jupe ou dans une robe. J'ai du mal à comprendre et à concevoir qu'on puisse être à l'aise dans une jupe ou dans une robe. Maintenant, je ne veux pas aller juger toutes les femmes qui mettent des jupes et des robes en mode mais pourquoi tu mets ça? C'est nul. Moi je trouve pas ça bien. C'est nul. Franchement, un jean c'est beaucoup mieux. Non, elle s'habille comme elle veut la meuf. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas à l'aise dans une jupe. Je me trouve, je sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis pas à l'aise avec une jupe. J'ai pas l'impression d'être libre de mes mouvements. Il faut que je fasse attention à comment je marche. Bref, j'aime pas les jupes. Ça me perturbe, je n'arrive pas à mettre ça. Mes collègues sont plus à l'aise dans une jupe que dans un jean, par exemple. Vous voyez? Donc elles ont du mal, à l'inverse, à comprendre que moi, je ne sois pas à l'aise dans une jupe. Mais chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun met ce qu'il veut. Je n'aime pas les jupes. Je ne suis pas à l'aise dans une jupe. Je ne vais pas aller militer pour qu'on arrête de mettre des jupes. Je m'en fous, en fait. Moi, je suis plus à l'aise dans un jean. Je t'ai pas demandé de m'expliquer à quel point c'est mieux de mettre une jupe. Je fais ce que je veux, en fait. On a ce débat-là toutes les semaines. Audrey, tu mets jamais de jupe, tu mets jamais... Mais non! Je ne suis pas à l'aise dans une robe ou dans une jupe, donc je ne vais pas en acheter une. L'autre jour, elle a essayé de... C'est les soldes, là, quand c'était les soldes. Elle a essayé de me convaincre d'acheter une jupe parce que c'était soldé. Mais je ne la mettrai pas, ta jupe, en fait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin bref, ça me rend folle, en fait. Moi, j'essaye pas de te convaincre d'arrêter de mettre des jupes. Tu fais ce que tu veux, en fait. Ben, c'est pareil. Toi, tu mets une jupe en dessous le genou parce que tu trouves que c'est plus décent. Elle met une jupe juste en dessous ses fesses parce qu'elle a envie. Et ben, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Vraiment. Franchement, faites l'expérience quand vous montez dans un transport public, n'importe lequel, ou même dans une foule. Bon, les foules n'existent plus vraiment en ce moment, mais bref, vous m'avez compris. Et regardez la tenue d'un homme et essayez de trouver un truc négatif à dire dessus. Vous allez même pas y arriver. Parce que, naturellement, votre cerveau est paramétré pour la tenue d'un homme, on s'en fout. Par contre, sur la tenue d'une femme, vous allez avoir 5, 6, 10 trucs à dire.
Parce que on vous a paramétré en mode les femmes elles doivent faire ci, et comme ça et comme ça. Et donc vous vous permettez de juger les femmes sur leur physique et sur leur tenue. Mais pas les hommes, vraiment. Bref, on va passer à des livres que j'ai aimés parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle de livres que j'ai pas aimés. Ce qu'il faut retenir, c'est que si il y a quelque chose, n'importe quoi qui vous dérange sur une femme ou sur un homme, ça marche aussi, et ben c'est votre problème. Et le rejeter sur la personne en question ne fera pas avancer les choses. C'est à vous de travailler là-dessus. Bon, on passe à des livres beaucoup plus fun et beaucoup moins féministes et beaucoup moins sexistes d'ailleurs. Le sang de l'épouvanteur, donc le tome 10 de Joseph Delaney. J'ai adoré ce tome-là, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, on y rencontre Tom au début du tome 1 qui va devenir apprenti épouvanteur. Il est le 7e fils d'un 7e fils et donc il peut devenir épouvanteur et il va devenir, pour commencer, apprenti épouvanteur auprès d'un épouvanteur confirmé en fait, tu vois. Et dans les premiers tomes, le personnage principal, donc Tom, me fatigue. Et c'est vraiment, il me fatigue. En fait, c'est un peu, c'est le petit dernier de sa famille. Sa mère l'a littéralement chouchouté et mis sur un piédestal parce que elle a eu ses 6 premiers frères pour l'avoir lui, en fait. Tu vois, c'était le but de sa vie à sa mère d'avoir un 7e fils, en fait. Elle s'est mariée avec son père parce qu'il était un 7e fils, pour avoir un 7e fils de 7e fils. Vous voyez la psychologie du personnage. Donc elle a littéralement mis Tom sur un piédestal, elle l'a littéralement entouré de tout ce que vous voulez pour le protéger, attention c'est Tom, attention, attention, attention. Donc lui il a grandi là-dedans en mode tout lui est dû et il a toujours eu tout ce qu'il voulait parce que c'est le petit chouchou à sa maman, tu vois. Et donc il est un peu insupportable dans les premiers tomes. Personnellement, moi j'ai eu beaucoup de mal, mais là il est en train de devenir adulte. Il doit avoir pas loin de 14 ans dans ce tome-là. Et donc il devient un peu adulte, tu vois, il commence en plus il est pas mal en lien avec l'obscur, les sorcières, les combats et tout, donc ça l'aide à grandir et à mûrir un peu plus vite qu'un autre ado de 14 ans par exemple. Et donc il devient un petit peu adulte, un petit peu plus responsable, un petit peu moins insupportable en fait. Voilà, donc du coup j'ai bien aimé ce tome-ci. Vraiment, dans ce tome-là, ils vont dans une autre ville parce qu'ils sont appelés par un autre épouvanteur. D'ailleurs, c'est très cool. Ça fait plusieurs tomes qu'on découvre d'autres épouvanteurs de d'autres régions de l'univers dans lequel on est. Je trouve ça très cool. Et donc, bref, on leur demande de l'aide, donc ils y vont. Sauf qu'évidemment, c'est un piège et du coup, c'est la galère. Voilà, on est toujours avec l'obscur, le malin. Donc, le malin, c'est un peu c'est le diable en fait, tu vois. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et franchement, chaque tome que je lis est mieux que le précédent. Et c'est génial. Vraiment, j'adore cette saga. J'écoute toujours Old Friend de Ben Rector et j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est un tome 10 donc je peux pas vraiment rentrer dans les détails. En fait, mon conseil sur cette saga, c'est si vous êtes comme moi et que pendant les 5-6 premiers tomes, ouais, c'est long, je sais, le personnage principal vous tape un peu sur le système et vous le trouvez un petit peu agaçant, continuez, ça vaut le coup. Et on termine avec Children of Blood and Bone, donc de sang et de rage, le tome 1 de Tomi Adeyemi, et j'ai beaucoup aimé, vraiment. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'ai commencé ce livre donc, qui est du Young Adult Fantasy en me disant il y a de grandes chances que ça fasse comme avec Le Dernier Magicien ou Child of Magic, des trucs comme ça, que ça le fasse pas, que ça le fasse pas. Mais j'avais quand même envie d'essayer, donc je l'ai commencé en me disant au pire, ça le fera pas. J'étais prête. J'ai commencé ce livre en étant prête à l'abandonner au bout de 100-150 pages. Oui, je sais, c'est pas très cool, mais c'était comme ça. Et en fait, j'ai adoré. C'est un premier roman en plus, et franchement, c'était génial. Pour l'histoire, on va y rencontrer Zélie qui, selon le roi et le pouvoir en place, est un cafard. En fait, elle est issue d'une famille où il devrait y avoir de la magie. Sa mère avait de la magie en elle, et donc du coup, génétiquement, elle aurait dû hériter de cette magie-là. Sauf que, on sait pas trop pourquoi, c'est un peu flou, le roi a décidé que la magie c'était dangereux et qu'il fallait éradiquer la magie. Donc il s'est arrangé pour bloquer les pouvoirs pendant un petit temps de toutes les personnes qui en avaient, pour les tuer. En gros, il a buté tout le monde, tous ceux qui avaient de la magie. Et du coup, il a tué la mère de Zélie, tu vois. Et comme il n'y avait plus de personnes qui avaient de la magie ne s'est pas réveillée en Zélie et on n'a pas pu lui transmettre et lui apprendre à s'en servir parce qu'il n'y a plus de magie. En fait, il a tué toutes les personnes qui avaient de la magie, donc il a tué la magie. Voilà, dans un univers très sympathique. Je pense que si j'ai aussi aimé, c'est parce qu'on est plus sur de la dystopie que de la pure fantasy. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Et au début du livre, suite à quelques petits événements que je ne vais pas tout vous détailler ici, elle est obligée, Zélie doit se rendre à la capitale, et donc elle se rend dans cette capitale, et il y a une personne, alors elle a rien demandé à personne, vraiment Zélie, elle a rien demandé à personne, elle est tranquille dans son petit coin, elle veut juste faire son petit truc qu'elle est venue faire à la capitale et puis rentrer chez elle, sauf que elle va se retrouver embarquée dans une espèce de fuite, parce que il y a une personne qui... En fait, on va rencontrer un autre personnage. C'est un roman écrit avec plusieurs points de vue. On n'est pas que du point de vue de Zélie et c'est très cool. Donc il y a une personne qui est en train de fuir parce qu'elle a volé quelque chose. Je vais pas tout vous détailler ici parce que sinon on en a pour 4 heures et ça vous spoilerait tout. Mais en gros, cette personne a volé quelque chose et donc elle est en train d'essayer de fuir et elle va tomber sur Zélie et Zélie va l'aider et donc à partir de là, elle va se retrouver, embarquée là-dedans, un peu contre son gré, à fuir, elle sait même pas quoi, elle sait même pas qui, elle sait même pas pourquoi, et on va découvrir évidemment avec tout ce que je vous ai raconté avant que ça a un lien avec la magie qu'il y a dans ce monde, qu'il pourrait peut-être encore persister quelque part, on ne sait pas où. Voilà, et donc on va suivre ça. Franchement, j'ai adoré, c'était vraiment très cool. C'est pas parfait, tu vois qu'il y a des petits défauts dans l'écriture, dans la construction, mais c'est un premier roman, et franchement, pour un premier roman, c'est juste génial, j'ai adoré. Ça m'a énormément rappelé Les Brumes de Sandrelune. Alors, pour l'univers, en fait, c'est très bizarre parce que tout ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, bah, mais en fait, c'est comme Les Brumes de Sandrelune, mais quand tu le lis, ça te fait juste penser vaguement aux Brumes de Sandrelune, mais pas tant que ça au final, parce que les personnages sont différents, parce que l'univers est quand même assez différent, parce qu'il y a toute une question de race et de couleur qu'il n'y a pas dans les Brumes de Sandrelune, voilà, mais on est avec des dieux. En fait, il y a plusieurs types de magie, et chaque type de magie a un dieu ou une déesse. Les Brumes de Sandrelune, il y en a aussi. Il y a un personnage important pour le roi et pour le gouvernement, enfin le gouvernement en place. Je sais pas si le gouvernement c'est le mot, mais bon, bref, pour le pouvoir en place, c'est ça que je cherchais, qui va avoir une espèce de connexion avec Zélie, exactement comme dans les Brumes de Sandrelune. Vraiment, si vous avez lu les Brumes de Sandrelune, c'est ouf comment c'est la même chose, mais en même temps, les raisons pour lesquelles ça se passe sont différentes et les enjeux sont différents. Et voilà, j'ai autant aimé Les Brumes de Sandrelune que De sang et de rage, j'avais oublié le titre. Ça se ressemble, il y a des similitudes, il y a des choses où tu te dis ah c'est pareil et tout, c'est trop cool. Mais ça reste quand même assez différent. Il n'est pas question de plagiat ou de recopier un livre ou l'autre, non, pas du tout, ni dans un sens ni dans l'autre. C'était juste vraiment, j'ai juste adoré. Vraiment, je trouvais ça trop cool. Je pense que je vais pas trop tarder à lire le tome 2. Si je dis pas de bêtises, c'est juste enfin, c'est pas une trilogie, c'est un diptyque. Donc ce serait cool. Et en plus, elle a écrit ça à 23 ans, quoi. Moi, à 23 ans, j'arrive même pas à écrire un paragraphe qui tienne, quoi. Enfin bref, je trouve ça ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. Et il y a quelques longueurs dans ce livre, notamment vers la fin, en fait. Il y a une centaine de pages. En fait, il y a un moment donné où il se retrouve coincé à un endroit. Et à partir de là, ça n'avance plus, ça ne bouge plus. Et je m'ennuyais un peu. Mais ce que je reproche surtout à des livres comme Le Dernier Magicien ou Shade of Magic ou même Le Joyau, c'est qu'on a des longueurs dès le début, quoi. Et moi, je peux pas subir 80-100 pages de longueur alors que j'ai même pas atteint la page 200, en fait, ça me saoule. Je suis pas attachée au personnage, j'ai déjà... Tu m'as pas encore donné envie réellement de continuer ton livre que tu me balances déjà des longueurs de 100 pages. C'est trop, en fait. Là, j'étais déjà dans l'univers avec les personnages, j'aimais déjà ce que je lisais, j'étais déjà attachée à Zélie et aux autres, à ce qui se passait, je voulais connaître la suite, et du coup, le fait qu'il y ait une longueur de 80-100 pages, c'est pas très grave, tu vois, parce que j'ai déjà envie de continuer. Mais faire une longueur de 100 pages alors que tu m'as pas encore convaincu de lire ton livre jusqu'au bout, bah ça me convainc pas de le lire en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est pas parfait, je l'ai dit, oh, il y a mon marque-page encore dedans. C'est pas parfait, voilà, il y a des petits trucs qui sont un peu maladroits, un peu tu te dis, ah, c'est dommage de l'avoir fait comme ça, mais bon, c'est pas très grave non plus. Et en vrai, j'ai hâte de lire le tome 2, ça doit être trop cool. Vraiment, j'ai trop hâte, et je peux que vous conseiller ce livre. Si comme moi, vous étiez passé à côté jusqu'à présent, ou si comme moi, vous avez peur parce que c'est du young adulte, foncez, franchement, c'est trop cool. Et j'écoute River de Trevor Jackson pour cette saga. Bon, je ne sais pas comment je m'en serai sortie au montage, et j'espère que vous serez restés jusque là, parce que ce de lecture est quand même très long. Voilà, j'espère que mais je pense que vu la longueur de la lecture, j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire. En gros, si vous devez retenir qu'une seule information de cette update lecture, c'est qu'il faut lire De sang et de rage. Voilà, tout le reste, c'est pas très important.
Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, faites une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.